Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il vient tout simplement de trouver les momies des deux plus célèbres pharaons de l'histoire égyptienne, Thoutmôsis III et Ramsès II, des bâtisseurs d'empires et souverains devenus des dieux. La position des différents objets dans la cavité montre ceux qui ont réuni ces illustres dépouilles dans cette cachette ont agi dans la précipitation. Certaines momies sont debout, appuyées contre le mur, d'autres posées par terre comme ça. Tout ça dans un désordre inextricable. En tout, Brugsch compte 40 momies. Quand notre Émile Brugsch abandonne à regret toutes ces illustres dépouilles, il se décide à sortir du tombeau. Son principal souci, c'est de mettre les momies maintenant et le mobilier en lieu sûr, à l'abri des voleurs. Et il faut agir vite. Alors aussitôt, il câble à Maspero, à Paris. « Nous avons trouvé une grotte contenant un grand nombre de momies. Nous vous attendons pour commencer les études. » Maspero accourt et s'enflamme. Où je m'étais attendu à rencontrer 2 ou 3 roitelets obscurs, il s'agissait en fait de familles entières de pharaons. Et quels pharaons les plus illustres peut-être qui aient régné sur l'Égypte ? Cette découverte retentissante provoque une cascade de questions au sein de la communauté d'égyptologues. Comment ces momies ont-elles été rassemblées dans ce lieu qui était à l'origine la tombe inachevée de la reine Inappi, une épouse d'Ahmosis Ier ? Pour quelles raisons ? Les enquêteurs se trouvent bien embarrassés. Que faire ? Attendre le retour de Maspero ? Ce serait très imprudent. Des indiscrétions sont inévitables et même une garde armée ne pourrait s'opposer à une foule surexcitée qui serait attirée par la masse de trésors amoncelés, grossie en plus par une imagination enflammée. Il faut donc tout enlever immédiatement, tout amener au musée du Caire. Pour ça, Loret recrute 300 ouvriers qui, en travaillant activement jour et nuit, vident l'intégralité de la chambre en 6 jours. Mais pour la vider entièrement et tout expédier au musée de Boulac, il doit embaucher une foule d'ouvriers locaux, forcément, tous originaires de Gourna, le village des pilleurs de tombes. Il est conscient du risque immense qu'il prend, mais c'est effectivement la seule solution. Dès le lendemain, à l'aube, il est de retour sur place avec 300 fellahs. Il ordonne que la circulation des alentours soit interdite. Aidé de son serviteur arabe, il repère quelques hommes qu'il juge plus dignes de confiance que les autres. Il les associe à la supervision des travaux. C'est à ce groupe d'hommes qu'il confie la mission de sortir un à un les objets contenus dans le tombeau. Brugsch les enregistre les uns après les autres et les fait déposer en rang au pied de la colline. Tout est terminé en 48 heures. Dans la nuit du 11 juillet 1881, les momies, les cercueils et le mobilier arrivent à Luxor enveloppés dans des nattes. Cette hâte intempestive du point de vue archéologique se révèle inutile parce que le bateau à vapeur envoyé par le musée pour récupérer la moisson des fouilles, le Menchiet, arrive avec plusieurs jours de retard. Il n'arrive qu'au bout de 3 jours. Enfin, le navire quitte Luxor le 14 juillet, pour nous, date importante. Brugsch était déjà impressionné quand il avait découvert le trésor, mais le spectacle qui se déroule sous ses yeux à mesure que le bateau remonte le Nil bouleverse en lui l'homme plus que le savant, si vous voulez. La nouvelle de son départ s'était déjà répandue dans tout le pays à la vitesse de l'éclair et était parvenue jusque dans les villages les plus éloignés. Et debout, sur le pont, il voit se presser sur les berges des centaines de fellahs accompagnés de leurs épouses qui, depuis Luxor jusqu'à la grande boucle du Nil, tirent des coups de fusil tout simplement en l'honneur des pharaons, tandis que les femmes aspergent leur visage de poussière et se frottent la poitrine avec du sable. Tous les spectateurs entonnent alors des chants funèbres. C'est une véritable procession, une sorte de second enterrement pour des rois morts il y a plus de 3000 ans. Rien que de vous le dire, c'est très émouvant. Ce spectacle dure tout le long du trajet qui est de 30 km entre Luxor et la capitale. Imaginez ça un peu. Bouleversé, Brugsch se sent soudain envahi d'un terrible doute. Avait-il raison de vider le tombeau et d'emporter ces momies royales qui avaient déjà tant souffert et qui avaient été déjà bien trimballées d'un endroit à un autre ? Aux yeux de la population, n'est-il pas lui aussi finalement un pilleur de tombes, un sacrilège ? L'argument scientifique est-il vraiment suffisant pour justifier cette ultime violation du sommeil des rois si illustres ? En fait, c'est Howard Carter qui va répondre à cette question, longtemps après, c'est sûr. Nous pouvons tirer de cette histoire une leçon à usage des critiques qui nous traitent de vandales parce que nous enlevons certains objets des sépulcres. Quand nous envoyons les antiquités dans les musées,
nous en assurons la conservation. Si nous les laissions sur place, elles seraient tôt ou tard la proie des voleurs, ce qui équivaudrait à leur destruction. » Ainsi, Brugsch peut se rassurer lorsqu'il regagne enfin le Caire. Il ne fait pas qu'enrichir un peu plus un musée en antiquité exceptionnel. Il révèle au monde entier les derniers témoins de la grandeur et de la magnificence à jamais disparue du pays d'Égypte. Maspero rentre enfin en Égypte par le premier bateau qu'il peut attraper. L'examen des sarcophages et des bandelettes révèle une affaire vieille de 3000 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3000 ans ? Au XIe siècle, avant Jésus-Christ, Thèbes n'est plus l'unique et rayonnante capitale de l'Égypte, supplantée par Pi-Ramsès dans le delta. Ravalée au rang de capitale, on va dire provinciale, son économie s'effondre. Les habitants sont alors pris d'une frénésie de pillage. Avec la complicité de l'administration, il constitue une véritable redistribution des richesses, comme ça, dans une cité qui vit dans le souvenir de sa splendeur passée. Dans un total manque de respect à l'égard de la figure autrefois divine du pharaon, les tombes royales sont tout simplement pillées et les momies abandonnées comme ça au sol. Les pillards risquent l'amputation ou la mort, mais ça ne les empêche absolument pas de se livrer à leurs méfaits. Les prêtres du temple d'Amon-Ré de Karnak, qui célèbrent toujours le culte d'un pharaon d'essence divine, sortent alors les momies des rois dont les tombes ont été pillées, trop difficiles à surveiller. Elles sont restaurées et à nouveau emmaillotées, puis placées dans de nouveaux sarcophages. Elles sont ensuite rassemblées dans une même tombe, celle de Séti Ier, qui ne demande la présence que d'un seul garde. Quelques dizaines d'années plus tard, elles sont de nouveau déplacées dans le plus grand secret. Et c'est comme ça que, de nuit, un convoi contraint au plus grand mutisme transporte les momies de Thoutmôsis III, Séti Ier, Ramsès II et Hatshepsut dans la cachette de Der el-Bahari. À leur côté, les prêtres entassent ce qui reste du mobilier funéraire, l'or et l'argent ayant disparu depuis très longtemps. Tout ça se passe en l'an 10 du règne de Siamon, environ 1000 ans avant notre ère. Il s'agit d'une formidable cachette qu'aucun pilleur ne parviendra à découvrir durant 3000 ans.